Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h54 sur Sud Radio, l'heure pour nous de présenter ce face-à-face exceptionnel aujourd'hui avec Guilain Benessa, avocat, essayiste et surtout auteur de ce nouveau livre, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple. C'est publié chez L'Artilleur. Bonjour à vous Guilain Benessa. Bonjour. Alors, avant les informations, on va juste présenter ce livre, Guilain Benessa, Le référendum impossible, avec une préface de Michel Onfray. Ah, encore un souverainiste, celui-là. Hein. Exactement, oui. Alors, le sous-titre est intéressant, ça a apparu aux éditions de l'Artilleur. Comment faire taire le peuple ? Oui, c'est vraiment le problème, il est posé. Votre livre est très intéressant, Guilain Benessa, parce que vous parlez effectivement, c'est l'article 3 de la Constitution. Hein, absolument. La République. Rappelez l'article 3, vous connaissez sûrement beaucoup plus par cœur que moi. Alors, très simple, et il est parlant, il est symbolique et il parle à tout le monde. La souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce soit par le biais de ses représentants, soit lui-même. Donc ça veut dire tout simplement que la souveraineté appartient au peuple avant tout, et c'est juste simplement qu'il l'exerce, soit par ses députés, soit par sa propre voix en direct. Et soit par c'est marqué le référendum. Exactement. C'est marqué dans la Constitution. Exactement. Ouais. Et quand on dit qu'il parle de lui-même, le mot référendum est utilisé immédiatement, article 3, c'est-à-dire dès l'ouverture de la Constitution, pour bien dire que ce texte appartient au peuple lui-même et à nulle autre personne. Ça veut dire que les députés ne sont pas propriétaires de la Constitution, mais que le peuple, c'est-à-dire tout un chacun, est dépositaire de l'instrument suprême qui permet de décider de la chose politique. Voilà, et c'est pourquoi votre fille est muette, c'est pourquoi on veut rendre le peuple muet, c'est pour ça que personne pratiquement ne parle de cet article 3. D'ailleurs, depuis 2005, le référendum... Va des rétro Satanas, on va en parler après les informations et on va avoir le temps d'en parler avec Guilain Benessa. Et avec vous au 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h04 sur Sud Radio, face à face jusqu'à 14h aujourd'hui avec vous au 0826 300 300 et avec Guilain Benessa, avocat, essayiste, docteur en droit et surtout auteur de ce nouveau livre, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple. C'est publié chez L'Artilleur. Alors un livre très intéressant, passionnant même, parce que au fond, vous racontez l'histoire de la Ve République à travers l'attitude face au référendum, Guilain Benessa. Alors racontez-nous donc Ve République, 58, ratifié en 62, enfin les présidentielles en 62, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle était la philosophie face à justement cette expression du peuple qu'est le référendum ? Alors, la philosophie, elle tient en quelques mots en fait. De Gaulle arrive au pouvoir, De Gaulle veut régler les dysfonctionnements français qui traînent depuis très longtemps, c'est-à-dire les scories parlementaires, la faiblesse du régime. La France sort en lambeaux évidemment de la Seconde Guerre mondiale, malgré la résistance bien sûr. Ensuite, la 4e République de 46 à 58 est un problème puisqu'elle est complètement phagocytée par ce qu'il appelle à l'époque lui-même le régime des partis, donc pourtant, la faiblesse. C'est les 30 glorieuses quand même qui ont commencé. Absolument, du point de vue économique, mais du point de vue politique, c'est un jeu de blocage partisan. En fait, pour être clair, c'est une sorte d'assemblée ultra minoritaire qui joue un grand jeu constant, c'est de s'auto-bloquer. Donc personne n'a jamais la majorité, rien n'en sort jamais. Résultat des courses, le blocage est permanent, la guerre d'Algérie frappe, et donc le régime de la 4e République n'a d'autre choix que d'appeler le général de Gaulle, dont personne ne veut, mais qui finit par prendre le pouvoir. Et là, qu'est-ce que fait le général de Gaulle ? C'est ce qu'il traînait dans sa besace depuis très longtemps, c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est qu'en fait il met en place un régime fondé sur une idée très simple, extrêmement simple, c'est que, 1, il faut un chef, c'est-à-dire le président de la République, 2, il faut un peuple. C'est-à-dire, il faut une relation entre un peuple et son chef. Et cette articulation... Relation directe. Exactement. Voilà. Cette articulation, un peuple et un chef qui sont en relation directe, notamment par l'élection au suffrage universel direct, on en reparlera peut-être, et à côté de ça, le référendum, sont les deux marques de fabrique de ce que veut le général de Gaulle, à la fois pour favoriser une souveraineté populaire et pour mettre fin au blocage, c'est-à-dire aux élites parlementaires qui bloquaient tout jusque-là. C'est ça, les élites parlementaires sénatoriales ou Assemblée nationale. Mais alors justement, est-ce que dès le départ et d'emblée, le général de Gaulle met le référendum
à égalité, en tout cas à égal niveau avec l'élection. Absolument. La démocratie représentative. Absolument. Oui, tout à fait. Absolument. C'est, en fait, il faut bien comprendre que De Gaulle, on le voit souvent, ce qui est vrai, comme le grand héros, je veux dire, le héros, si tant est que l'héroïsme soit encore de mise aujourd'hui, parce qu'on a un peu à mal, faut en parler, admettons. Certes. Mais par-delà l'héroïsme de Gaulle, c'est un penseur constitutionnel. C'est un type qui, on l'oublie un peu, mais par-delà son génie militaire, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement renseigné sur la façon dont une constitution doit être façonnée, écrite, dont les équilibres sont faits. Ce qui fait que quand il la rédige, il n'est pas seul, hein, il a une armée dont Michel Debré avec lui et d'autres, René Capitan, je ne vais pas tous les citer. Quand il rédige ça, il sait parfaitement, où les clauses, où les points d'impact du texte doivent être mis. Et c'est en toute conscience que lorsqu'il rédige la Constitution, on rajoute, et je le raconte précisément dans le livre, comment est-ce que la rédaction de l'article 3, elle change à peine de la Constitution précédente, mais en quelques mots, on change en fait tout. Alors expliquez, c'est intéressant. Très simple. Ouais. Par rapport à la Constitution de la 4e République. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que disait la 4e ? La 4e disait que le référendum pouvait être utilisé, donc on ne l'avait pas viré, il existait, le référendum, mais il était simplement utilisé, potentiellement, dans l'hypothèse de révision constitutionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et je veux dire, c'est extrêmement simple à comprendre, même pour des non-juristes, hein, c'est-à-dire qu'à part l'hypothèse extrêmement rare comme un merle blanc, comme je le dis d'ailleurs dans mon bouquin, l'hypothèse rare d'une refonte générale des institutions, en fait, le peuple ne sera jamais consulté. La 4e République ne le savait très bien. On savait qu'on avait mis le référendum pour ne jamais l'utiliser. Qu'est-ce que fait le général de Gaulle ? Il rédige l'article 3 de la Constitution et il enlève la particularité, cette spécificité. Il ne dit plus réservé en cas de... Oui. Exactement, il dit simplement le référendum est là. Ce qui veut dire qu'en écartant cette espèce d'exception, il dit bien que le référendum devient une arme, j'allais pas dire quotidienne, c'est trop fort, mais une arme normale. Une arme présente. Une arme présente pour légiférer, pour décider, pour consulter les citoyens dans une articulation logique des institutions. En gros, la politique nécessite, dans tous les sens du terme, une articulation sur le peuple et la voix du peuple doit se faire entendre. Telle est la révolution du général de Gaulle. Absolument. Quelques mots, mais on change tout. Oui, très important, effectivement. Il suffit de savoir comment formuler, c'est toujours pareil. Alors, ça commence donc 58 et l'élection présidentielle, c'est 62 au suffrage universel, si je ne m'abuse. Alors, non. 62, c'est la Constitution, non, c'est ça. Exact. Alors, 62, c'est le premier référendum qu'emploie le général de Gaulle. C'est la première. En fait, ce que je dis est juste et faux. La Constitution elle-même en 58 est ratifiée par référendum. Et elle inclut le pouvoir du référendum. Exactement. Et en 62, il utilise, le général de Gaulle, le référendum pour soumettre aux Français une question simple. Voulez-vous élire le président au suffrage universel direct ? Ce qui n'était pas le cas. C'est le premier référendum. Exactement. D'accord. Exactement. Et pourquoi il le fait ? On aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, mais vu la situation actuelle, c'est que le général de Gaulle pose une question qui n'est formellement pas constitutionnelle, c'est toute une histoire, pour forcer les Français, pour pousser plutôt les Français à lui donner un oui que les parlementaires lui auraient refusé. Ce qui veut dire que la légalité de la question, peu importe. Ce qui importe pour le général de Gaulle, c'est que la question soit posée aux Français. Et qu'il tranche, que le peuple Exactement. tranche. C'est ça, d'accord. Alors ça, c'est donc le premier référendum, et avec une majorité, je crois, très confortable. Oui, très large. Très large, on a une majorité, le premier référendum de mémoire, et on est encore à 70%, ou 65 ou 70% en faveur du général de Gaulle. Et puis les gens votaient, il y avait très peu d'abstention. Alors là, ça c'est aussi ça faut le rappeler, mais c'est une lente dégringolade. Hein. Plus on avance, moins on vote. Ce qui fait, vous savez, quand on fait un rapprochement entre les élections des années 2000-2010 et ce qui se passait à l'époque, on a l'impression que c'est peut-être pas une espèce de frise ou une courbe parfaitement, référencée, mais c'est une lente dégringolade à l'époque. À l'époque, une abstention de 30% ou 35%, c'était un échec. Aujourd'hui, lorsqu'on a une abstention... 45%, il y en a 55 qui ont voté. Aujourd'hui, on a pris l'habitude à ce que 60% des gens ne votent plus aux élections. Et alors justement, donc, référendum donc sur l'élection au suffrage universel. Et justement, faisons un peu l'historique justement du rôle du référendum.
Et quand est-ce qu'il y a eu le second référendum? C'était quand? Alors, on a eu, si vous voulez, on a une période où il y a 3 référendums qui se succèdent plus ou moins. On a 2 référendums sur l'Algérie française, fin 61, début 62, avec en même temps le grand référendum français qui concerne vraiment les institutions, qui est celui de 62 sur l'élection du président au suffrage universel direct. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a même un mal fou à se le figurer. Les Français, en 1 an et demi, sont conviés à 3 référendums. 2 pour débloquer la crise algérienne, et 1 pour donner un satisfecit ou non, mais il le donne au président, au général de Gaulle, sur l'élection du président au suffrage universel. Donc 3 il y a référendums. plus de 60 ans, 3 référendums. Exactement. 3 référendums. Et aujourd'hui, depuis 2005, néant absolu. Et précision, 3 référendums sur quel sujet ? Sur des sujets majeurs, pas l'utilisation des trottinettes à Paris ou le nettoyage des rues ou le Hidalgo-gate. On n'est pas là-dessus. On est sur débloquer une crise algérienne qui est à l'époque le GIR qui a eu la peau du régime de la 4e République, donc c'est un conflit absolument colossal, et 3e référendum, ou 2e problématique, une question de révision institutionnelle qui n'est ni plus ni moins que la grand-messe présidentielle. L'élection du président au suffrage universel direct va modifier radicalement le régime. Ce qui veut dire que De Gaulle choisit le référendum, pas pour faire semblant de poser une question, absolument, mais pour remettre les clés du camion au peuple. C'est très intéressant, on va suivre ça. Après cette petite pause, on continue à parler de ce qui a vraiment changé la France, De Gaulle bien sûr, mais l'utilisation des référendums par lui, évidemment. Un ouvrage passionnant de Guilain Benassa pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France, l'histoire récente de la France. Et pourquoi on en est là? Parce que c'est vraiment très bien dit en catimini, en ligne rouge, le référendum impossible. Comment faire taire le peuple, l'histoire de ce référendum. Alors, Guilain Benassa, on a parlé effectivement de la Ve République, de Gaulle, des 3 référendums qu'il y a eu en quelques temps, et en un laps de temps très court. Et puis, 69, De Gaulle, donc c'est après les événements de mai 68 bien sûr, De Gaulle décide de faire un référendum sur le Sénat et les régions. Et alors, juste pour vous, et vous en parlez dans votre livre, est-ce que c'était quelque part... On en a beaucoup glosé, beaucoup parlé. C'était une manière de lui, quand il disait, écoutez, si vous ne votez pas si vous n'approuvez pas, j'en tirerai les conclusions et je m'en irai. Est-ce que c'était une manière, il savait déjà les résultats et c'était je suis venu te dire que je m'en vais? Absolument pas. Alors, je suis convaincu que non, d'autant plus en replongeant dans les débats d'époque. Premier élément, et moi j'ai trouvé ça passionnant, au lendemain de mai 68, quand il essaye de reprendre la main, c'est son épouse qui lui dit, c'est tante Yvonne, son épouse, l'épouse du général de Gaulle, qui lui dit « Charles, il est temps de référender ». Parce qu'elle sait, elle, au fond d'elle-même, que le seul à pouvoir reprendre la main, c'est son mari, c'est-à-dire le président de la République. Non pas trouver, vous savez, des arrangements, des petites démissions, des changements ministériels, des combines d'appareils. Non, il est temps, Charles, il est temps de référender. Voilà sa phrase. En fait, De Gaulle, au lendemain de mai 68, il cherche absolument à vouloir référender. Il veut faire un référendum parce que, certes, il s'en sort pas trop mal, finalement, de l'issue 68. Certes, les gaullistes gagnent largement les élections législatives, donc a priori tout va bien, Madame la Marquise. Mais De Gaulle tient son référendum. Et en fait, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a mal en tête, qu'on sait trop peu, c'est que De Gaulle voulait, d'une part, mettre fin à cette espèce de petite musique selon laquelle il était en berne ou en descente ou en fin de régime, même si effectivement peut-être qu'il n'a pas été tout à fait lucide sur ce point, mais surtout, c'est probablement, et je pèse mes mots, la réforme la plus ambitieuse qu'on ait tenté de faire sous la Ve République. La réforme la plus ambitieuse. Les régions. Alors, parce qu'on croit que c'est les régions. Mais De Gaulle, par référendum, c'est pas ça qu'il veut faire. De Gaulle, juste avant le référendum, précise que son ambition, c'est de mettre en place les prémices de la participation. On en parle souvent. Vous savez ce que c'est la participation ? C'est très simple. La participation, c'est l'idée que, du sol au plafond en France, au niveau des entreprises, des institutions, du Parlement, du Sénat, de tout ce qui fait en fait la France, il y a une révolution qui fasse que d'une manière ou d'une autre, ceux d'en bas ont le droit de participer comme ceux d'en haut. Ce qui veut dire qu'il faut penser globalement la réforme du monde du travail, la réforme institutionnelle, la réforme de la politique, la réforme du pouvoir. Tout est là. Et en fait, il va mettre
en jeu sa Mais responsabilité. il l'a pas dit comme ça, Guillaume Benessa. Alors, juste avant le référendum, il parle clairement de participation. Le problème, vous savez ce que c'est que les syndicats ne voulaient pas entendre parler de participation dans l'entreprise, ni le patronat. Ouais. Ce qui fait que du coup, il a commencé avec le Sénat comme première marque dans la participation, mais il a toujours indiqué clairement en filigrane que c'était la première étape d'un changement d'ampleur qui refondrait concrètement le monde du travail également. Donc pour vous, le vote négatif des Français, puisque les Français ont rejeté, ont voté non à une majorité quand même pas négligeable, l'a surpris et meurtri. D'après vous? Ah, complètement. Alors, le récit exact, c'est qu'il est à Colombey le jour avant le référendum. Il s'exile à Colombey. Il vient d'avoir un dernier sondage qui lui indique que manifestement il va perdre. Parce qu'au début, la tactique est payante. Hein. Les premiers temps du référendum en 69, De Gaulle a un oui qui est à 60%. Petit à petit, ça baisse. Et il a un mauvais dernier sondage. Donc 2 jours avant le référendum. Et là, il semble-t-il, il a cette phrase toute simple. Il dit, cette fois, c'est cuit. Et donc il se retire à Colombey, les résultats tombent et vous savez, il part avec une dignité monacale, quelque chose d'incroyable, avec un communiqué de presse dans la nuit en disant... 1 heure après. Exactement, c'était dans la nuit même, c'était terminé, il est parti. Mais c'est clair que ce que j'essaie de montrer dans le livre, et pour moi c'est fondamental, c'est que, vous savez, la grande théorie française qu'on entend et que tous les experts nous tiennent aujourd'hui, c'est de dire attention, le référendum est plébiscitaire, c'est-à-dire il y a une tendance à voter pour ou contre l'homme. Mais en fait, ça permet aux gens, ça force les gens à aller voter, ça politiquement, ça quelque part, ça fait débat. C'est important, bien sûr. Et d'autre part, surtout, c'est extrêmement démocratique. Parce que ça veut dire que le chef qui perd doit partir. C'était ça la conception du référendum dans la Ve République. C'est pour ça qu'il était contre la cohabitation, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Exact, mais à l'époque, il n'y aurait jamais eu de cohabitation. Soit le chef gagne et il reste, soit il perd et il part. En 69, De Gaulle joue la dernière fois, c'est son dernier coup, il perd, il part. Il a appliqué jusqu'au bout sa propre doctrine, il n'a pas menti et il n'a pas trahi. Et il a été dans une cohérence absolue, il faut le dire, absolument, par rapport à ce qu'il est. Ce qui aujourd'hui paraît une denrée très rare, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Guillaume Benassa, alors justement, avançons un peu dans l'histoire, donc 69, effectivement, De Gaulle, je dirais, qui a vécu par les armes, péri par les armes, en tout cas l'arme du référendum s'est retournée contre lui, bon, mais il est parti avec cette dignité exemplaire. Et alors, passons, donc c'est Pompidou arrive au pouvoir. Pompidou utilise aussi le référendum. Pompidou l'utilise. Pompidou, on l'oublie un peu souvent lorsqu'on parle d'Europe et de référendum. Pompidou, en fait, c'est le premier à consulter les Français sur l'Europe. Ouais. 72. Alors, les détails seraient longs, mais en gros, Pompidou, ce qu'il veut, il veut garder intact l'instrument du général de Gaulle. Il a cette phrase simple, hein, il dit, dès le départ du général de Gaulle, il faut trouver une question pour référender. Il l'a dit dès le départ. Il le dit dans les mois qui suivent. Dans les mois qui suivent, c'est-à-dire, il dit tout de suite, il faudra trouver un moyen de faire un référendum, sinon l'instrument tombera en désuétude. Et donc en 72, effectivement, on a un référendum sur l'Europe voulu par Georges Pompidou. Donc l'idée, et c'est l'idée centrale de tout mon livre en fait, c'est de dire que juste après, dans les si vous voulez, la dernière belle transition, la dernière succession correcte, la dernière cohérence institutionnelle, le dernier président de la République conforme aux institutions, c'est Georges Pompidou, parce qu'en mettant les pieds dans les chaussures à papa, son mentor, le général de Gaulle, il en respecte l'usage. Dans les pas de mon père. Exactement. Il s'est dit, et il a continué à se dire jusqu'au bout, il faut garder intact l'outil, il faut trouver un moyen d'utiliser l'outil, sinon personne n'en voudra plus par la suite. C'est la dernière fois, en 72, qu'on a eu un référendum un peu conforme, j'allais dire, à l'esprit du général de Gaulle. Il meurt en 74 et arrive Valéry Giscard d'Estaing. Exactement. Et là, vous prononcez, il l'a dit beaucoup plus tard, mais c'est sur la page 4 de votre livre, j'ai regardé ça, c'est magnifique. Il a dit ça, Valéry Giscard d'Estaing, qui arrive donc après Georges Pompidou. Il a dit le 5 mai 2005, il n'était plus président de la République, et il dit cette phrase admirable, enfin admirable évidemment entre guillemets, c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition que la réponse soit oui. C'est intéressant comme conception de la démocratie. Mais en fait, Giscard n'a pas fait de référendum. Non. Giscard, premier président sans référendum. Le premier. Il est élu en 74, il quitte en 80, remplacé par Mitterrand, et donc on a 7 ans sans référendum. Alors, quel bilan tirer ? Honnêtement, là, Giscard lui-même n'est pas très clair. Il dit à la fin de ces 7 ans,
si une vraie question se pose, un jour, j'organiserai un référendum. L'air de dire si je suis réélu. Mais et qu'il y a une nécessité. Oui, pendant son premier septennat, rien. Mais André Berkoff, vous savez, l'articulation est toujours la même. Hein. Mitterrand fera le même coup. Il dira plusieurs fois, y compris à la fin de son deuxième septennat, c'est-à-dire après 14 ans de règne, il dira mais ce serait bien quand même d'organiser un référendum sur le quinquennat. Ça veut dire, je l'ai pas fait pendant 14 ans, j'ai remisé ça à plus tard, mais ce serait bien quand même qu'un jour quelqu'un le fasse. Mitterrand, lui non plus, n'a pas fait un seul référendum. Maastricht. Ah oui, Maastricht. Il y a un référendum. J'allais oublier Maastricht. Il y a, j'allais dire, un petit référendum qui porte en 88 sur la Nouvelle-Calédonie. Oui. Mais qui est une parenthèse, et son grand référendum de Mitterrand qui est sur Maastricht, qui est un référendum, on a peut-être l'occasion d'en dire deux mots, qui est un référendum qui lui est arraché. Il n'en veut pas. Il est contraint de l'organiser parce que Séguin gueule à l'Assemblée et parce qu'en parallèle, les partis politiques se rendent compte qu'il faut faire quelque chose. 92, exactement. On va en parler après cette petite pause. Effectivement, Maastricht, c'est très important parce que votre préfacier Michel Onfray ne parle que de ça. Exactement. Et je le rejoins sur le problème. Et vous voyez, électeurs, auditeurs de Sud Radio, électeurs aussi, résistants de Sud Radio, le référendum impossible, écrit Guilain Benessa, il est rendu impossible. Et pourquoi ? Et on va parler aussi d'un tournant. Ce tournant a été historique, c'est le référendum initié par François Mitterrand sur Maastricht, effectivement, le fondement de l'Union européenne. Enfin, il faut dire, c'est là où la partie s'est jouée. C'était il y a un peu plus de 30 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Mitterrand, vous le voulez, ce référendum, ou pas ? Alors, Mitterrand, il a joué un jeu malin, très malin même. Mitterrand ne veut pas du référendum. C'est son habitude, effectivement. Mitterrand, il veut pas du référendum. Mitterrand, il a compris que, mais, si vous voulez, Mitterrand, je pense que c'est le dernier, ou l'un des derniers, qui savait le risque qu'il y avait à faire un référendum. Parce que Chirac aussi l'a su, mais il est quand même tombé dans le panneau. Mitterrand, jusqu'au dernier moment, il sait que, mettre les doigts là-dedans, le peuple, vous savez, cette chose bizarre, dont on saisit pas trop les linéaments, les attitudes, les comportements, les humeurs, etc. C'est plutôt sans passer. Donc, il a cette phrase formidable que je restitue dans le bouquin. Mitterrand a cette phrase formidable, il répond à un journaliste, le référendum, vous n'y pensez pas, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Donc, oui, vous le racontez, c'est textuel. Exactement, c'est très simple, c'est trop compliqué. Oui, je dis, c'est si compliqué de demander au peuple sa voix sur une histoire de souveraineté. C'est comme Giscard, on ne sait pas s'il va dire oui, donc c'est embêtant. Exactement. Donc Mitterrand, c'est trop compliqué, il ne veut pas de référendum, sauf que il va avoir face à lui son ennemi numéro 1 à l'époque, qui est Philippe Séguin. Séguin prend la parole à l'Assemblée nationale et réclame, ni plus ni moins, l'organisation d'un référendum. Alors là, Séguin, pour moi, à titre personnel, c'est le dernier très grand discours de la Ve République. Son discours de mai 92 à l'Assemblée à Philippe Séguin, c'est un discours, faut se rendre compte, c'est 2h30 de discours, 2h30 à l'Assemblée, avec un ton tragique, mais pas non plus. C'est le dernier vrai gaulliste, enfin, dans l'esprit. Oui, son discours est vraiment un vrai discours de gaulliste historique. On a l'impression, vous savez, d'avoir un gaulliste des années 60. C'est vraiment, c'est prégnant. Ça a duré 2h30, son 2h30. Et il a cette formule que je trouve formidable. Formidable, il dit, Séguin, qu'il faut un référendum parce que l'Europe, à ce moment-là, et c'est sa phrase, c'est sa formule, il dit, l'Europe n'est rien d'autre qu'une gigantesque, je cite, conspiration du silence. Ça veut dire que Séguin sait que pour que cette conspiration du silence s'arrête, qui est faite par les juges, par les traités que personne ne connaît, par les directives que personne ne connaît, surtout pas les Français, il faut un moment une décision populaire. Donc il réclame à corps et à cri qu'il y ait un référendum qui puisse ratifier le traité de Maastricht. Et ce qui va se passer, c'est que d'une part, Séguin, excusez-moi du terme, mais va foutre un bordel à l'Assemblée pas possible, et il crée en même temps une admiration parce que vous voyez, c'est le gaullisme du fond des âges, c'est la petite voix française qui résonne dans les murs de l'Assemblée, et en parallèle, on a aussi, à ce moment, pardonnez-moi, les stigmates, enfin un mauvais stigmate en quelque sorte, on a les Danois qui votent non au référendum. Oui. Ce qui veut dire qu'on a la conjonction entre un non d'un peuple et un nom d'une personnalité. Et un référendum demandé par une personnalité qui prend la parole. Là,
Mitterrand, il est coincé, il est dans les cordes, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va finalement recourir au référendum, et il aura en plus, vous savez, quelques phrases sympathiques. Mitterrand, il va dire je me suis posé la question et je me rends compte, et il dit je me suis rendu compte depuis le départ que c'était finalement ce qu'il fallait faire. Ce qui veut dire que il rétropédale sans vraiment le dire. Lui qui disait c'est trop compliqué, se dit finalement il faut bien un référendum. Donc on le fait avec les résultats que l'on sait, 51-49. Exactement, ça joue à pas grand-chose. Ça joue à très très peu. Le référendum a lieu, et surtout, et c'est ce que j'explique bien dans le bouquin, pour moi, le point de passage de Maastricht, c'est surtout que cette fois-là, on va officialiser l'idée qu'il y a une seule réponse acceptable, que seul le oui est légal en quelque sorte. On va dire aux Français, on vous a concédé un référendum, mais n'oubliez pas de voter bien. De voter bien, et là, alors là, je raconte pas mal de formules, je les ai oubliées là de mémoire, mais beaucoup de formules venant de gens, alors de droite, de gauche, on a tout, qui sont à chaque fois, il n'y a que le oui. À l'Europe, il n'y a que ça, notre horizon indépassable, comme disait l'autre. Bérégovoy qui a cette phrase, je crois que c'est Bérégovoy qui dit « On ne peut que voter oui lorsqu'on est informé ». Ce qui veut dire, lorsqu'on est bon, lorsqu'on est bien, lorsqu'on sait. Si vous êtes un ignare et un plouc, évidemment, vous allez voter autrement. Exactement. Donc Mitterrand, mais c'est son seul référendum. Enfin, s'il y a eu un autre, il y a eu le référendum, en fait, qui a été voulu par son Premier ministre, qui a demandé à Mitterrand de l'organiser sur l'indépendance de Nouvelle-Calédonie. C'était Rocard, Premier ministre. Mais c'est vraiment une exception qui confirme la règle. 92, c'est le seul vrai référendum sous Mitterrand, 14 ans, qui est donc arraché par des circonstances qui l'obligent à faire un référendum. Et alors, Chirac qui se revendiquait du gaullisme, comme chacun sait, enfin, quelqu'un a dit, il est au gaullisme ce que la musique militaire est à la musique. Bon, enfin, c'est méchant ça. Non mais Chirac. Nos référendums. Alors Chirac, on a 2 référendums sous Chirac. La majorité, enfin le septennat. On a le quinquennat. Le quinquennat. Exactement, qui passe au référendum en 2000, qui en fait est un référendum qui n'offre guère d'importance. C'est-à-dire que, en fait, le vrai intérêt du quinquennat, faut être clair. D'une part, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que pas mal veulent en sortir. Parce que c'est clair. Emmanuel Macron lui-même, Marine Le Pen et d'autres sont en train de nous dire si les circonstances sont alignées, ce serait peut-être bien revenir à un septennat d'une manière ou d'une autre. Ou non renouvelable peut-être. Ou non renouvelable. Donc le génie du quinquennat qu'on nous vendait il y a 20 ans, on est en train de revenir dessus, mais admettons pourquoi pas. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le quinquennat, Chirac le référende, ou fait un référendum sur le quinquennat, parce qu'en fait, c'est Giscard qui lui impose. Giscard, à l'époque, veut absolument... ça fait longtemps qu'il y pense au quinquennat. Pourquoi ? Parce qu'il veut sa revanche sur Chirac. Giscard, en 81 perd parce que il estime qu'il a perdu parce que Chirac de droite ne l'a pas soutenu contre Mitterrand. Ce qui n'est pas entièrement faux, c'est le moins que l'on puisse dire. Ah mais évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fait, ce qui se passe en 2000, c'est que Giscard, qui est une autorité morale, qui est devenu le vieux sage centriste europhile que tout le monde respecte, en 2000, il va rédiger un édito dans Le Monde où il va pousser au quinquennat en disant maintenant le peuple est prêt, c'est moderne, c'est contemporain, ça fait bien, parce que 7 ans c'est trop long. Chirac n'en veut pas, mais il va se laisser petit à petit happer dans la machine et il va finalement faire un référendum un peu contre son gré. Et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'en fait les 2 référendums de Chirac sont des référendums faits contre son gré. Comme disait Richard Virenque, vous savez, contre son plein gré en quelque sorte. À l'insu de son plein gré. Pardonnez-moi. Exactement. Mais attendez, vous dites 2 référendums. Il y a eu donc le quinquennat. Oui. Et puis ? Et le vrai, 2005, la Constitution européenne. Nous y sommes, voilà, nous allons y arriver. Le 2005, c'est vrai que ça a été, le grand moment, quoi. Alors justement, parlons de 2005, parce que ça a été quand même formidable. Enfin, je veux dire, tout le monde se rappelle. En fait, je vous prends un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais les autres, oui. Enfin, on se rappelle tous ce qui était extraordinaire. C'était, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, pratiquement. Enfin, Libération, au Monde, au Figaro, etc. Si vous ne votez pas oui à 2005, la Constitution européenne, mais vous êtes des analphabètes, quoi. Oui. C'était extraordinaire. Enfin, la pression médiatique et qu'elle soit à la télévision, à la radio ou dans les journaux était extraordinaire. Je vais vous raconter une histoire. Ouais. Par-delà la pression médiatique, politique, mais effectivement, de droite, toute l'intelligentsia était... Mais vous savez, le plus parlant, juste politiquement parlant, pour moi, la catastrophe du camp du oui, leur vraie erreur, si je puis dire, l'erreur majeure, c'est cette photo terrible. Cette photo où François Hollande et Nicolas Sarkozy
posent ensemble sur match. Et vous savez quoi, André Berkoff, j'ai vérifié une chose, ça m'intéressait. Ouais. C'est comment ça se fait qu'ils aient quasiment le même costume. Parce qu'ils ont le même costume bleu son, bleu nuit, et ils ont presque la même chemise. Et j'ai regardé, il y a un article de Paris Match qui revient plus tard sur les coulisses de cette photo, et qui raconte qu'ils ont ri eux-mêmes à se regarder l'un l'autre en voyant qu'ils se sont habillés de la même façon ce jour-là en se rendant. Pas prévu, ils se sont pas concertés. Et c'est terrible parce qu'on a l'impression que sans se concerter, le camp du bien pense la même chose quel qu'il soit. Mais j'ai une anecdote à vous raconter. À l'époque, j'étais jeune étudiant en droit, je faisais encore mes études, je ne pensais pas que 20 ans plus tard j'écrirais là-dessus. Et j'avais des cours de droit, comme tous les étudiants en droit, des cours de droit qui sont formellement objectifs, c'est-à-dire vous allez en cours, vous apprenez votre matière. Et j'avais un cours de droit européen. Et en fait, insidieusement à la fac, je me rappelle, insidieusement, on nous a appris qu'on ne pouvait pas voter autre chose que oui, pour des raisons non pas politiques, mais purement fonctionnelles. C'est-à-dire que, vu que tout est déjà là, vu que l'Europe fonctionne plus ou moins, et vu que la Constitution n'est qu'un agrégat de textes qui existaient déjà avant, ce qui n'est pas tout à fait faux, ça veut dire qu'en fait, le oui est la seule réponse possible, puisque tout a déjà été joué d'avance. La seule chose qu'on demandait au peuple, ce jour-là, comme tout bon étudiant en droit, c'était d'apprendre sa leçon. C'est-à-dire, rappelez-vous, depuis 20 ans, ça marche très bien, ou plus ou moins, donc on vous c'est demande déjà là. La seule chose qu'on vous demande, finalement, c'est d'approuver ce qui a déjà été fait. Alors, justement, la question quand même qui arrive tout de suite, puisque c'était approuvé, pourquoi ils ont fait un référendum? Ah, là est toute la question. That is the question. Puisque l'Europe existe, puisque l'agrégat existe, qu'est-ce que vous avez besoin d'embêter le peuple avec ça? Ah, mais ça, là, c'est le piège fatal. Ça, c'était le piège. Un piège qu'on a contourné. On y viendra avec le traité de Lisbonne. D'accord, en fait, c'est très simple. Chirac, qui manifestement avait un instinct de tueur comme candidat au présidentiel, avait moins un instinct de tueur comme président de la République. Mais bon, qu'est-ce que ça fait aussi, c'est le moins que l'on puisse dire. Jacques Chirac qui écoute donc son sage conseiller Dominique de Villepin, qui d'ailleurs revient parmi nous en ces temps obscurs pour parler du conflit israélo-palestinien. Donc il écoute Dominique de Villepin, il dissout en 97, il perd les législatives et il doit cohabiter. Donc il a fait appel au peuple avec le résultat qu'on connaît. En 2000, je le disais tout à l'heure, il fait un référendum sur le quinquennat qui en fait n'intéresse personne, ce qui fait que les Français se prononcent largement pour le oui au quinquennat, mais personne ne se déplace. On a 75% d'abstention. C'est un référendum. 75% d'abstention. C'est un référendum. Encore absolu. Enfin, encore absolu, c'est un référendum dont tout le monde se fout. Les Français partent pêcher à la ligne, comme veut l'expression. Et en fait, du coup, Chirac, là, il a retenu sa leçon. Il se dit, attends, j'ai fait une dissolution manquée, un référendum qui n'a intéressé personne, on va peut-être éviter de remettre les doigts dans la machine infernale. Et alors? Et donc il veut pas référender. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les partis politiques au début réclament un référendum. Donc déjà ils l'écoutent un peu. Ils disent c'est difficile quand même sur l'Europe, sur une constitution, sur un texte qui se dit comme ça constitution, faudrait peut-être quand même demander au peuple son avis, ce serait peut-être bien. Chirac il veut pas, il fait tout, il râle, il dit rien, il consulte, il attend. En général, vous savez, attendre et consulter veut dire on finira par dire non. Mais bon, il consulte. Et ce qui se passe, c'est une conjonction de deux facteurs. Il avait un bon instinct d'animal politique, là. Oui, oui, tout à fait. Là, éviter les risques. Là, il y a deux facteurs. C'est pas les seuls, mais deux facteurs principaux. D'une part, donc les politiques se sentent un peu que c'est compliqué de faire une chose pareille sans l'aval du peuple. Et surtout, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Tony Blair, dans un pays qui référende très peu, c'est-à-dire l'Angleterre, le Royaume-Uni, Tony Blair annonce qu'il y aura l'organisation d'un référendum en Angleterre sur la Constitution européenne. Alors là, lorsque l'Angleterre, qui n'a pas l'habitude de passer par là, annonce que ce sera fait, là, à Paris, ça commence à bouger. Donc Pierre Moscovici et d'autres disent dans la foulée, attendez, si l'Angleterre annonce un référendum, on ne peut pas demander aux Français d'accepter un traité qui passera par l'aval des parlementaires. Et donc du coup, petit à petit, la musique fait son œuvre, Chirac s'y range, et il annonce le 14 juillet... Vous dites qu'il y a une seconde raison. La seconde raison, c'est ça, c'est que les politiques eux-mêmes vont pousser derrière. Et à droite comme à gauche. Pierre Moscovici va pousser, Nicolas Sarkozy, qui ne voulait pas du référendum du tout, va dire « Ah, bah finalement, vous savez, quand on est gaulliste, il a cette phrase terrible, hein. Sarkozy dit en 2004, je crois, le référendum... c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Et d'autres le disent, hein, Jean-Louis Debré, etc. Et là, Sarkozy dit, quand on est un gaulliste,
on ne peut que faire un référendum. Et alors là, la classe politique le réclame, on va organiser le référendum. Et alors là, c'est le grand Raoult référendaire de 2005, et donc le bazar, le barnum qu'on connaît. Et la bérésina qu'on a connue ensuite. Exactement. Voilà. Ouais, c'est formidable. Et donc 2 ans après, il s'assoit dessus avec le traité de Lisbonne, comme on sait. Mais du coup, on va continuer à en parler avec Guilain Benessa et nos auditeurs. De coup, quand même, ça leur a fait un traumatisme. Hein. Parce que depuis 2005, nous sommes dans 2023, rien, nada, néant. Je veux dire, et j'ai pas l'impression que ça va revenir demain. Ce que vous savez, j'ai un fil rouge dans mon livre qui est simple et qui se veut le plus accessible possible, parce que pour moi, c'est l'histoire en fait qui se joue là. C'est une contre-histoire très simple. 2005, on nous l'a présenté depuis 20 ans comme un coup de Trafalgar. On nous le dit très souvent, on dit, vous vous rendez compte, c'était inattendu, incroyable. Moi, ce que j'explique, c'est très simple, c'est que c'est au contraire la résolution logique d'un problème qui était vivace depuis 40 ans. En dehors du général de Gaulle et un petit peu de Pompidou, personne ne voulait du référendum. Ce qui fait que Mitterrand fait un référendum un peu contre son gré. Chirac, je viens de le dire aussi, ce qui fait qu'en 2005, finalement, lorsque le peuple dit non, c'est un traumatisme pour les élites. Pour les politiques. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, ces élites-là ne voulaient pas du référendum du temps du général de Gaulle, et en 2005 se disent, mince, ça a fini par mal tourner. Maintenant, il est temps de refermer cette parenthèse qu'ils ne voulaient déjà pas rouvrir dans les années 60. Ça fait qu'en fait, au bout du bout... Et ils étaient contre la constitution de la 5e République là-dessus. Parce qu'ils ne voulaient pas de référendum en 58, ils n'en veulent toujours pas en 2005. Emmanuel Macron, qui n'est rien d'autre que le fils, le fils New Age de Giscard, c'est une sorte de Giscard rajeuni, c'est la bourgeoisie giscardienne qui a pris un autre masque. Évidemment, Emmanuel Macron, il se retrouve dans la peau de Giscard, c'est-à-dire qu'il parle tout le temps de référendum aujourd'hui, mais ça fait maintenant 6 ans qu'on n'en a pas, et à mon avis, on aura des tractations et des discussions, mais on n'a toujours pas l'ombre véritable d'un référendum sur la table. On va continuer à parler avec nos auditeurs. Je sais qu'ils sont nombreux, en tout cas, juste après cette petite pause. Au 0826 300 300, à tout de suite. 13h49 sur Sud Radio, on est toujours avec Guilain Benessa, avocat, essayiste et auteur de ce nouveau livre, Le référendum impossible, comment faire taire le peuple. Et nous sommes avec César qui nous appelle depuis Bayonne. Salut César. Bonjour, Ave César. Ah, on vous entend pas bien César, attention. Dans quelques instants, André. Oui, juste après l'explosion de Maastricht, l'explosion, tout ce qui s'est passé, Guilain Benessa, au fond, ça a été on a vu le traité de Lisbonne, Sarkozy s'est assis sur tout sur le référendum, et puis on a continué, voilà, tout va bien, circulaire rien à voir, nous faisons ce que nous voulons, et ça a été ça depuis. Et ça a été ça depuis. C'est-à-dire que le coup de Trafalgar de présenter souvent comme ça du non à la Constitution européenne, c'est une façon finalement extrêmement habile de dire après, on peut plus, de se dire à soi-même, il est temps de ne plus consulter le peuple. C'était déjà plus vraiment le cas puisque on n'utilisait plus du tout le référendum. Vous savez, je dis pas qu'il faut penser que statistiques et chiffres, mais tout de même, on a quand même du temps de Gaulle avec Pompidou, on a en grosso modo, on a 14 ans, 5 référendums. 5 référendums. Ça veut dire qu'on consulte les Français tous les 2 ans, 2 ans et demi. Ensuite, on les consulte de moins en moins, et maintenant, depuis exactement 18 ans, on n'a pas vu l'ombre d'un référendum, au moment même, et j'insiste largement là-dessus, au moment même où on n'arrête pas de parler de démocratie participative. Bien sûr. Ce qui veut dire avec qu'on rêve. Les gilets jaunes qui demandaient un référendum à corps et à cri. Exactement. Ce qui veut dire qu'au moment même où on sent que chacun veut être consulté, au moment où on sent qu'il y a une rage, je veux dire, qui subsiste depuis des années, que les gilets jaunes sont venus dans la rue, etc., je veux dire, il y a quelque chose qui bouillonne. Au moment même où on a tout ça, l'instrument essentiel a disparu. Alléluia, quelque part pour le politique depuis 18 ans. Résultat des courses, il n'y a plus de problème officiel, mais on a relégué les problèmes dans la rue sans trop la regarder de près, sauf quand il y a vraiment une agitation, ou alors, formule magique, on sort le chèque pour s'acheter la paix sociale plutôt que sortir le référendum pour consulter le peuple. Quoi qu'il en coûte. On a retrouvé César de Bayonne. César, oui, bonjour. Oui, bonjour César. André, vous m'entendez bien ? Très bien, oui, on vous entend là. Parfait. De toute façon, c'est pas grave parce que l'invité est vraiment brillantissime aujourd'hui, donc de toute façon, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Ouais. Merci André Berkoff en tout cas pour vos émissions.
c'est un sujet hyper intéressant, la démocratie et tout ça. Et moi qui écoute vos émissions depuis un petit moment, maintenant j'ai eu le temps aussi de m'intéresser à ça. Aux États-Unis, vous avez de la famille là-bas, André Berkoff. Vous savez, il vote pour les juges. Oui, absolument. Ils élisent les juges, oui, tout à fait. Voilà, et moi je suis allé au Texas une fois dans ma vie, et on m'a parlé de ça. Je trouve hyper intéressant que le peuple, au lieu de se taper les juges qu'on n'a pas forcément élus, on puisse avoir que le peuple puisse dans chaque ville s'approprier une justice qui lui correspond. Par exemple, moi je vis à Bayonne, si on pouvait voter pour le juge de Bayonne plutôt que d'avoir quelqu'un qui est par exemple d'extrême gauche, je ne sais quoi, qui veut absolument défendre des délinquants et ensuite. Vous pensez au syndicat de la magistrature, hein, je sens ça. Oui, parce que j'ai écouté votre émission d'hier, j'ai trouvé ça hyper intéressant avec monsieur Hervé Léman, je crois que c'était ça. Enfin bref, et aussi il y a un truc qu'ils font aux États-Unis qui est incroyable, c'est les midterms, c'est-à-dire pouvoir voter à mi-mandat. À mi-mandat, bien sûr. Pour les députés. Et nous, là, actuellement, il y a beaucoup de gens, et c'est mon avis, il y a beaucoup de gens qui pensent que on a des députés quasiment djihadistes actuellement, à l'extrême gauche actuellement. Et je trouve que si on pouvait voter et faire un nettoyage tous les 2 ans et demi plutôt que d'avoir à attendre 4 ans des personnes que l'on trouve inacceptables. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un renouvellement, et c'est par rapport à ce qu'a dit l'invité, et je terminerai là-dessus. Les juges pour faire les midterms français, donc tous les 2 ans et demi, mais il y a un truc qui est très important, c'est que si on veut voter beaucoup, si on veut avoir beaucoup de référendums, moi je fais un petit peu de gym, c'est très simple, si on veut faire 5 tractions, il faut essayer de s'entraîner à 20. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on demande au moins 20 référendums par an, et on en obtiendra 5. Vous voyez ce que je veux dire? César, vous êtes formidable, on n'en a pas eu depuis 18 ans, et vous voulez faire un référendum par an. Non mais c'est bien, écoutez, pourquoi pas, justement, je vais demander à Guillaume Benassa. Alors, ce n'est pas le référendum, c'est l'élection, mais c'est vrai que ça pose aussi le problème de l'élection. Ce que dit César, c'est très intéressant. C'est vrai, pourquoi on ne voterait pas pour ceux qui nous jugent et pour ceux qui... Enfin, c'est une vraie question. On sait que c'est comme ça aux États-Unis. C'est une vieille discussion, ça. Alors, justement, si je puis me permettre, ce que disait César à l'instant, je le rejoins d'autant plus que, en fait, ce que j'essaie de faire dans mon bouquin, je dépasse un peu le référendum. C'est qu'en fait, si on réfléchit le principe électif, l'élection française, le schéma dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est simple, il est rigoureux, il est terrible. Qu'est-ce qui se passe? La lecture du texte de notre Constitution, l'esprit de comment ça devrait fonctionner, c'est qu'on a une élection présidentielle, l'élection reine, qui est ponctuée d'élections intermédiaires, législatives, évidemment à moindre échelle régionale, éventuellement les européennes, etc. Et qu'en fait, l'ADN de nos institutions, c'est que le président qui perd une élection doit partir. Ce qui veut dire que la législative n'est pas du tout conçue comme une espèce de, de petite respiration. De jeu de bonne taux. C'est-à-dire que si la majorité perd législative, le président perd législative, il doit partir. Il doit partir. Ce que personne n'a fait. Mais attendez, pour le général de Gaulle, on peut même penser, c'est pas si clair que ça, mais on peut même penser qu'une petite élection intermédiaire comme les régionales pourrait servir quelque part de modalité de légitimation. Là où je veux en venir, c'est que si on prend le schéma français, ça veut dire que on a le choix avec aujourd'hui, admettons les présidentielles. Vous avez d'un côté le camp du bien et d'un côté le camp du mal. C'est-à-dire Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Vous savez, il y a ce mème qui traîne beaucoup sur Internet où vous avez Macron qui a l'air d'avoir 72 ans et Marine Le Pen 90 et on rejouerait la même élection pendant 40 ans. Ouais, en 2050. Admettons. Ça veut dire que la première élection, elle est gagnée d'avance. A priori. Les élections intermédiaires ne jouent plus leur rôle. Les législatives sont calquées sur les présidentielles. Et même lorsqu'on a des majorités relatives, ça ne donne rien. Et en plus, il n'y a pas de référendum. Ce qui veut dire que si on réfléchit bien, il n'y a plus une seule incertitude électorale qui est la même, qui est la moindre réelle, le moindre poids sur la vie politique. Sauf la présidentielle. Sauf la présidentielle, mais qui en fait est jouée d'avance. Et là, pour répondre à César sur la question américaine, ce qui me paraît très intéressant, c'est que en France, on a surtout perdu quelque chose pour moi, que j'estime à la fois juste dans l'exemple américain et juste dans notre conception politique française. La France est fondée non pas sur le principe de l'égalité, mais sur le principe de légitimité. Le général de Gaulle pensait fondamentalement que sans légitimité, il n'y a pas de pouvoir, et il n'y a pas de pouvoir sans légitimité. C'est la légalité, c'est autre chose. Alors que là, ce qu'on rappelle souvent dans le principe américain, le régime américain, c'est qu'effectivement, tout fonctionne via l'élection, c'est-à-dire légitimer celui qui a du pouvoir. Et ben voilà, c'est une question qu'on ne tranchera pas aujourd'hui, mais qu'en tout cas, Guy, je vous renvoie au livre de Guilain Benessa, Le référendum impossible. Lisez-le, c'est une vraie leçon de choses sur la Ve République.
et sur nos institutions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Demain, ça